Avant de rentrer dans le détail, juste présenter très rapidement les personnes qui vont intervenir cet après-midi pendant cette séquence. Alors moi je m'appelle Julien, je me présenterai un petit peu plus longtemps après et je vais vous parler un petit peu je vais vous faire une introduction sur les enjeux de la mobilité du tourisme, deux sujets qui sont malheureusement trop déconnectés alors qu'il y a des vraies réalités, des besoins qui sont assez criants. On aura une intervention ensuite de Marie Charrois, alors qui sera particulière parce qu'elle n'est pas là. C'était un peu compliqué pour elle de venir depuis les Pays de la Loire, vu son agenda. Donc elle interviendra en vidéo. Donc il y aura une vidéo d'une quinzaine de minutes qu'on vous passera. Et enfin Jean, qui est juste en bas, et qui montera sur scène après pour nous parler d'un projet spécifique. Là, non pas dans les Pays de la Loire, mais en Occitanie, donc un petit peu plus proche de nous. Donc ce que je vous propose, c'est une petite introduction d'une maximum une quinzaine de minutes. Alors il y a pas mal de slides, mais je vais aller très vite. L'idée, c'est avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, de poser quelques briques pour comprendre ce que sont les enjeux entre tourisme et mobilité. Si ça veut bien marcher. Impeccable. Donc pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que moi je viens pas du tout du monde du tourisme, je suis un peu un intrus ici, je viens du monde de la mobilité et du transport, dans lequel j'ai travaillé une dizaine d'années pour des collectivités, j'ai travaillé au cabinet de la région Nouvelle-Aquitaine, à l'Eurorégion et autres réjouissances avant de partir et de monter ma propre boîte. Et je travaille particulièrement sur les questions de nouvelles mobilités. En fait, dans les nouvelles mobilités, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque criant sur comment est-ce qu'on arrive à lier les enjeux de se déplacer quand on est visiteur, que ce soit ponctuel ou récurrent, et qu'il y avait vraiment une difficulté à penser ça de manière assez systémique. Alors, pourquoi on a du mal à penser ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a déjà souvent du mal à se représenter ce qu'est la mobilité pour un visiteur, pour un touriste, ou quelqu'un qui se déplace pour aller visiter quelque chose. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'était important de revenir sur ce séquençage qui reste assez schématique, certes, mais qui veut dire beaucoup de choses. La mobilité pour un visiteur, c'est quoi? C'est en gros 4 grandes étapes. La première étant planifier son déplacement. Planifier son déplacement, ça peut se faire depuis son canapé, c'est la partie la plus confortable, on va dire, mais c'est une partie qui est très importante et qui bien souvent, rien qu'à ce moment-là, est déjà très cloisonnée, très compliquée. La deuxième partie, c'est se rendre jusqu'à son lieu de villégiature, ou en tout cas sa destination, on va dire. Et là, finalement, on peut déjà se retrouver en situation de mobilité, donc on est dans les transports, potentiellement. Enfin, à coup sûr, d'ailleurs. Et là, on peut déjà le scinder en 2 étapes. Une première étape qui va être, on va de chez soi jusqu'à prendre son avion, etc. On arrive à destination. Une deuxième étape qui est, je vais de l'aéroport ou de la gare ou du parking relais jusqu'à ma destination finale, ce qu'on appelle dans le transport ou même dans la logistique le dernier kilomètre. Là déjà, ces 2 parties-là sont déjà très différentes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et enfin, et c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, mais il n'y a pas que celle-là, il y a la mobilité sur place. C'est-à-dire une fois qu'on est arrivé, qu'on est sur son lieu de villégiature, comment et quelle est l'offre qu'on a à disposition pour se déplacer. Évidemment, en fonction de ces étapes, le parcours n'est pas le même, c'est-à-dire la partie préparation, c'est le domicile, ensuite c'est la mobilité, ensuite c'est l'hébergement. Les options de mobilité ne sont pas non plus les mêmes. Pour faire un déplacement de 1000 km, on ne va pas le faire en trottinette, alors que sur place, on peut. Et dernier élément, les enjeux pour le touriste, ils sont différents. Ça peut être de comprendre les lieux dans lesquels on se trouve. Exemple, un aéroport, c'est pas facile de le comprendre. Une gare routière, c'est pas facile. Une gare non plus. Et à la fin, c'est de comprendre les offres qui sont à disposition. Ça, c'est un élément qui est hyper important parce que bien souvent, on a beaucoup de choses à disposition. Le seul problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et en fait, on avait une discussion il y a 2 secondes avec Jean et c'était la question ou de communiquer ou d'informer, qui n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est juste pour introduire sur ces enjeux de mobilité et de tourisme. Je vais aller assez vite, hein, je vous le redis très, très rapidement même, pour essayer de vous faire passer un maximum d'informations. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une logique du tourisme et de la mobilité qui est gérée en silo. Alors aussi parce que c'est des gouvernances différentes. Hein. Les gens qui travaillent au tourisme ne travaillent pas dans les autorités de transport, malheureusement, alors pas en tout cas pas en France. Et cela va se retrouver aussi bien sur les offres à disposition que sur leur accès. Et ça, c'est hyper important. Alors c'est quoi la réalité? C'est que bien souvent, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a eu? Une logique de se dire, bah oui, il y a des touristes, on va leur créer une offre ad hoc. Ben voilà, ils ont des besoins particuliers, on va leur créer une offre. Donc c'est la résultante de ça, c'est les bus touristiques, c'est les tuk-tuk quand vous allez au Portugal par exemple, c'est des navettes estivales pour aller à la plage, etc. Ça, c'est quelque chose qui, à un moment, ne fonctionnera plus et il va falloir changer de paradigme sur cette manière de faire. Le deuxième élément qui est compliqué dans le constat, c'est que l'accès à l'information est cloisonné.
Pour réserver un hôtel, on va aller sur Booking, le train, ça va être sur WeSNCF, un taxi ou un Uber, ça va être une autre application, vous allez avoir une application Airbnb, puis un Blablacar, etc. Et aujourd'hui, ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que pour réserver une offre de mobilité, une offre de tourisme, bien souvent, alors on va le voir, il commence à y avoir des solutions, Jean va nous en parler tout à l'heure, mais ça reste ça aussi déconnecté. C'est-à-dire que dès la planification, en gros, on est déjà un peu en galère. Et ça, c'est encore un vrai sujet sur lequel il faut avancer. Alors, le problème, c'est que même physiquement, une fois qu'on est sur les lieux, l'intermodalité, là aussi, c'est un peu compliqué. À gauche, par exemple, c'est Barcelone. Barcelone, vous arrivez à l'aéroport, vous avez ça. En gros, démerde-toi. Il y a un logo de bus et un logo de train. Est-ce que c'est une offre publique, privée, gratuite, payante? Est-ce qu'il y en a une qui est à 10 euros, l'autre à 5 euros? On n'en sait rien. Tant qu'on n'est pas arrivé dans le bus, on ne le sait pas. Le fait est que ça, c'est l'aérobus. L'aérobus, c'est 5,90 €. Il y a un autre logo qui est ici. Ça, on ne sait pas bien. Et ça, c'est une offre ferroviaire qui est assez rapide et qui est à peu près au même tarif. C'est un exemple très concret, mais pour vous montrer que ça fonctionne assez mal. Ici, c'est assez marrant aussi parce que vous utilisez Google Maps, on vous dit que vous pouvez prendre la Liane en arrivant à l'aéroport de Bordeaux, qui va vous coûter 1,90 € ou 2 € qui met 1 heure. Par contre, la navette aéroport-gare qui est privée, dans Google Maps, elle n'existe pas. Donc en fait, elle existe, hein, mais vous ne savez pas qu'elle est là parce que vous arrivez à Bordeaux, vous êtes chinois, allemand, ou même vous arrivez de Strasbourg, vous ne savez pas ça. Donc ça, c'est la réalité du lien entre mobilité et transport, qui est quand même pas vraiment évident pour quelqu'un qui est visiteur. Là où ça devient encore plus complexe, et bon, c'est bien parce qu'il y a des offres supplémentaires, c'est que vous arrivez dans une ville, là on est à Barcelone, et en plus d'avoir le Bicing, qui est l'offre de vélo en libre-service de Barcelone, vous avez plein de trucs nouveaux, des trottinettes, des vélos en libre-service, du free floating, du machin. Est-ce que vous y avez accès? Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser avec une carte, avec une offre de transport public? Vous ne savez pas. Le Bicing, par exemple, qui est l'offre publique de Barcelone, un visiteur n'a pas le droit de l'utiliser. La mairie a fait exprès pour que les loueurs privés puissent encore continuer à louer des vélos. Mais ça, vous ne le savez pas quand vous arrivez. Donc ça reste un vrai casse-tête, ce lien entre tourisme et mobilité. Alors, c'est pas parce que c'est casse-tête qu'il n'y a pas de solution. Il y a certains sujets sur lesquels on peut vraiment avancer de manière assez pragmatique et faire des choses hyper intelligentes. Je vais parler de 3 sujets. L'information, hyper important. La digitalisation, qui aide l'information. Et la question des mobilités douces. Et encore une fois, je vais avancer assez vite. L'information, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça marche mieux? Moi, j'utilise le terme de réhumaniser. L'information, c'est bien, le digital, c'est bien, on va en parler juste après. L'humanisation, c'est-à-dire une personne qui donne un renseignement, c'est aussi vachement important. Et quand on veut humaniser l'information, il y a déjà un premier principe, c'est de centraliser. Ça, Grenoble, c'est les premiers qui l'ont fait. Les agences de mobilité, vous avez accès à toutes les offres au même endroit. C'est déjà un premier point, de ne pas aller chercher l'urbain à un endroit, l'interurbain à un autre, le TER à un autre, l'offre privée à un autre. Centraliser, c'est un premier sujet qui est hyper important. Le deuxième, c'est accompagner. Bruxelles Mobility Store, ça a été une aventure de 4 mois. En plein centre de Bruxelles, ils ont créé un endroit où en fait on avait des informations sur la mobilité, sur le tourisme, mais on allait même vous expliquer comment marcher une appli, comment utiliser un vélo en libre-service, comment marcher l'autopartage, de manière tout à fait concrète avec ce qu'ils appelaient des Mobility Angels. Super expérience. Et ça, c'est une autre expérience, c'est Annemasse, frontière suisse, office de tourisme qui s'appelle Office de tourisme et de la mobilité. Maison de la mobilité du tourisme. Et dans cet endroit, alors pour l'instant, c'est 2 guichets séparés, mais vous avez des informations sur l'offre touristique, sur toutes les offres touristiques, et de l'autre côté, sur toutes les offres de mobilité. Et la deuxième étape à terme, ça sera de former l'ensemble du personnel pour qu'ils puissent vous renseigner sur l'un ou l'autre des sujets. Pour l'instant, ils sont au même endroit, ce qui est déjà pas mal, mais à terme, ils pourront vous renseigner de la même manière, de manière homogène. Autre sujet qui va nous faire le lien sur le digital, c'est qu'il faut considérer le visiteur. Une autorité de transport, bien souvent, elle communique sur ses abonnés, parce que c'est sa première cible, c'est là où elle fait des recettes. Elle communique sur qu'est-ce qu'un ticket unitaire, grosso modo. Elle vous donne une application que vous êtes censé connaître parce que vous êtes ici et vous savez que le réseau s'appelle Idelis. Si vous n'êtes pas de Pau, Idelis, ça ne vous dit pas grand-chose. Elle oublie visiteurs. Il y en a qui le font. Hein. Londres, il y a une page entière sur les visiteurs qui est assez incroyable, je vous conseille d'aller regarder. Porto, STCP, une page tourisme avec en plus des boucles qui ont été créées avec les transports publics. Et à droite, la RATP a carrément créé une appli. Alors la RATP devait être là aujourd'hui, mais c'était un peu compliqué, donc on a zappé. Mais ils ont créé une appli qui s'appelle Next Stop Paris, qui est traduite en 10 langues, et qui en fait vous donne des informations sur tout le patrimoine à proximité des différents points d'arrêt du réseau. Bus et métro. Le travail qui a été fait là-dessus, il est absolument considérable. Tellement considérable que la nouvelle direction a décidé de la supprimer. Donc c'est génial. Deuxième sujet, on est dedans, la digitalisation. Alors, on peut penser que c'est un miracle, la digitalisation. Non, c'est une aide en fait. À quoi ça peut servir?
Ça, je passe là-dessus. Le smartphone est le premier compagnon du touriste. C'était avant le Covid, c'est exactement pareil aujourd'hui. Digitaliser, il y a des vrais sujets. Le premier sujet, c'est d'avoir de la donnée. Si vous voulez faire de l'information sur les offres de transport sans données, ça ne marche pas. Donc là, il y a un premier sujet sur la stratégie. Moi, c'est un sujet sur lequel je bosse vachement. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la donnée? Et cette donnée-là, on revient sur l'exemple de tout à l'heure, hein, l'aéroport de Bordeaux, vous arrivez, vous ne savez pas qu'il y a la navette directe. Ben, il y a une manière de le faire, c'est créer la donnée, l'intégrer dans le système d'information, et à partir de là, vous avez une information qui existe sur cette offre existante réellement. Ça marche pour tous les modes de transport. Là, vous êtes dans le train qui vous amène de l'aéroport d'Oslo en Norvège jusqu'au centre-ville. Dans le train, vous avez les informations en temps réel des gates, des ponts, de là où vous allez embarquer en avion directement à l'aéroport. Pourquoi? Parce que l'aéroport d'Oslo a ouvert ses données aériennes et que l'opérateur ferroviaire les récupère pour donner cette information aux voyageurs. C'est quoi l'intérêt? C'est que le voyageur qui est dans son train, il sait s'il va devoir tracer en descendant, s'il a le temps, ou quel est son niveau de rapidité et de pression en arrivant à l'aéroport, notamment. Alors, si ça veut bien marcher, je pourrais peut-être avancer. Ça ne veut plus avancer. Hop. Autre élément qui est vachement important sur la partie numérique, c'est qu'on peut vous aider. Là, je reprends l'exemple de Barcelone. Il y a des outils, ça c'est un outil qui s'appelle Navilens, qui est espagnol. Vous allez prendre la réalité augmentée de votre téléphone et avec des QR codes, avec un standard spécifique qu'ils ont créé eux-mêmes, qu'on peut mettre partout de manière très simple. Ça marche en territoire rural, ça marche dans tous les endroits où on veut le faire. Vous allez avoir une déclinaison audio et une déclinaison visuelle qui va vous dire, ben, la fameuse icône tout à l'heure où on ne savait pas où on allait, lui va vous dire ce que c'est. Et il va vous le dire dans la langue qui est celle de votre smartphone, donc ça fonctionne super bien. Pareil à droite, où vous êtes capable dans une gare de faire ce qu'on appelle de la navigation indoor. Et quand vous avez une gare à 4 étages, à 25 quais et à 12 systèmes d'embarquement différents, exemple la gare du Nord, pour ne pas la citer, ça vous aide énormément quand vous êtes touriste. Autre élément important de la numérisation de la techno, c'est le parcours touristique. Quand vous arrivez à Londres, aujourd'hui, slide de droite, vous pouvez rentrer dans tout le réseau de transport avec une simple carte bleue. Pas besoin de la Oyster Card, pas besoin de rien. EMV, c'est-à-dire Eurocard, Mastercard, Visa, ce qu'à peu près tout le monde dans la salle a. Vous payez votre transport comme ça, c'est capé à la journée. Aéroport de Madrid à droite, vous arrivez à l'aéroport, vous avez une navette 24 heures sur 24, navette transport public en bus, 24 sur 24, 15 minutes de fréquence, paiement avec de l'open paiement. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure à 16h, c'est la plus grosse cash machine des autorités de transport dans les villes. Vous mettez un truc comme ça, vous gagnez de la thune, ce qui n'est jamais le cas dans les transports publics qui sont entièrement subventionnés. C'est un énorme sujet. Et évidemment, alors ça c'est mon dada parce que je suis cycliste et que je bosse avec beaucoup de boîtes dans ce domaine-là, le vélo. Alors pourquoi le vélo est un élément pour accélérer la mobilité et le tourisme? Parce qu'au-delà de l'aspect touristique, des véloroutes, etc., qu'on connaît très bien, qu'on fait depuis 30 ans, il y a aussi de la mobilité urbaine qu'on peut faire en vélo. Maintenant, vous avez des vélos en libre service à peu près partout. Et maintenant, vous avez des vélos en free floating. Et en plus, que vous utilisez votre application de Jump à Paris, à Tarbes, à Porto ou je ne sais où, c'est la même. Donc c'est facile, c'est universel. Le vélo maintenant est électrique. Donc la notion de distance où avant vous allez vous dire je ne vais pas faire 30 bornes à vélo, ça c'est terminé. Et quand vous utilisez les vélos en libre service électriques des différentes collectivités, vous verrez qu'en plus, c'est des vélos qui marchent super bien, qui vous assistent énormément, quasiment mieux que les vélos grand public. Et donc vous pouvez faire des bornes vraiment sans être gêné. Évidemment, il y a tous les cousins du vélo. Donc là, c'est juste un petit extrait, mais la trottinette avec un siège, le skate, tout ça peut se mettre dans la même station, peut se recharger de la même manière. En tout cas, la mobilité douce devient universelle et ça aide énormément à faire avancer les questions de mobilité et de tourisme. Ne jamais oublier la question du piéton. Et là aussi, on a des capacités de faire des trucs géniaux, on ne le fait pas. Ça s'appelle Metro Minuto, c'est les Espagnols qui ont créé ça. C'est ouvert, tout le monde peut le créer. C'est comme un plan de métro, mais c'est pour donner les temps de trajet entre différents points d'intérêt dans une ville. Vous déployez ça dans un endroit, vous le mettez en évidence, c'est quelque chose qui fait de la promotion pour le piéton et qui fonctionne de manière assez énorme. Ça a été fait à Pontevedra, ça a été diffusé dans une quinzaine ou vingtaine de villes en Espagne et ça commence à être diffusé un peu en France. Dernier élément, je passe très vite parce qu'il me reste 20 secondes et je vais essayer de tenir le timing. Qu'est-ce que fait le Covid dans tout ça? Le Covid sur les éléments de mobilité et de tourisme, il peut avoir des impacts. On n'y pense pas souvent, mais il y a la question des rythmes, des frontières, tout ça va s'hybrider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Moi, je le vois, je suis au Pays Basque, il y a des gens qui venaient avant le week-end, maintenant ils vont plutôt venir passer 4 jours. Ça implique quoi dans le domaine de la mobilité? Ça implique que par exemple la question de l'heure creuse, la question de dessiner les offres de transport ne peut plus être faite comme avant. Et aujourd'hui, il faut réfléchir sur une journée complète, sur une semaine complète, et ne plus séparer la logique du week-end et la logique de la semaine pour ceux qui font du commute et ceux qui sont là pour les loisirs. Donc ça implique de tout réfléchir. Et là-dessus, le Covid peut avoir une aide assez importante. Le rapport à la distance, je l'ai dit, quand il y a eu les confinements, on voit qu'il y a des boîtes comme GeoVélo qui avaient créé des algorithmes pour dire voilà comment je me déplace à 10 km autour de chez moi. La notion de distance en elle-même, elle est hyper importante parce qu'il y a des gens maintenant qui veulent aller faire du vélo à 20, à 30 bornes pour redécouvrir leur territoire. Et là aussi, la question de la mobilité devient essentielle pour leur donner une réponse. Il y a des combinaisons qui vont être essentielles, en tout cas on le souhaite, on en a parlé avec Jean juste avant aussi. La question vélo plus train, ça c'est un énorme sujet qui n'est pas assez pensé dans ce pays. Moi, je pars dans 3 semaines faire 5 jours de reportage en Hollande là-dessus, sur ce sujet spécifique. Il faut qu'on pense à ça, parce que sinon, c'est tout le monde qui arrive en bagnole, et c'est en train d'être le cas. À une échelle plus large, c'est tout le monde qui arrive en avion, et ça peut plus durer. Donc ça, vélo plus train, c'est l'avenir, c'est bête, c'est basique, ça paraît très très simpliste, mais il faut vraiment avancer sur ce sujet-là. Et enfin, le rapport à son environnement va évoluer. Donc il faut quand même se dire que les gens qui vont arriver dans un territoire n'auront plus vraiment envie d'être bloqués dans un train, dans un train, sur la longue distance c'est un peu différent, mais dans un bus, à l'heure de pointe, et ils vont vouloir plutôt être à l'extérieur. Ça va favoriser les modes doux, mais il y a quand même un risque, c'est que ça favorise la bagnole. Donc là aussi, il faut qu'on comprenne que le Covid là-dessus a eu des impacts qui pour le coup là sont négatifs, et il faut mettre le paquet sur certains modes de déplacement. Je passe sur la partie espace public qui est aussi importante, mais qui est un peu déliée de notre sujet, et je vais laisser la parole, dans le timing à peu près respecté, à notre collaboratrice de la SNCF. Donc je vous fais une petite introduction là-dessus quand même. On a décidé de vous parler de Jumbo Train dans les Pays de la Loire, vous allez voir ce que c'est un nom un peu curieux. Jumbo Train, pourquoi on en parle? Parce que, je l'ai dit à l'instant, la question du ferroviaire, elle est essentielle. En Occitanie, ça fonctionne plutôt pas mal, en Aquitaine par exemple, c'est pas aussi bon. La question du ferroviaire pour le tourisme, ça peut être un enjeu absolument crucial, sur lequel il va falloir appuyer, mettre de l'argent, parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Et là, du coup, on a 2 présentations qui vont arriver, qui sont liées au ferroviaire, et moi j'en suis ravi. Celle-là, qui est plutôt sur le matériel et l'offre qu'on a mis à disposition, et ensuite sur la partie numérique. Donc je vous l'ai dit, c'est une intervention vidéo. Je la lance tout de suite, et après, je pense que vous en avez marre de m'entendre, je me tais. Alors, je vais être en plein écran. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Et je vous retrouve dans 15 minutes. Alors, je me présente, je suis Marie Charrois, je travaille au sein de la direction marketing de TER Pays de la Loire. Alors, peut-être en 2 mots, juste vous rappeler qu'est-ce que c'est que TER. Bon, à une époque, j'étais geek, mais apparemment, j'ai vieilli depuis, j'ai eu un enfant, donc franchement moins bon. Hop, je vous remets au début. Carte de compétences. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Marie Charrois, je travaille au sein de la direction marketing de TER Pays de la Loire. Alors, peut-être en 2 mots, juste vous rappeler qu'est-ce que c'est que TER. TER, c'est l'une des 5 entités de SNCF Voyageurs et on est au service des maillages du territoire. Et l'objectif, en fait, c'est d'opérer pour le compte des 11 régions une offre de transport de service public. Voilà. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le train de la Loire à vélo, qui est un service dont on est très très fiers et que nous opérons avec la région Centre-Val de Loire, avec la région Pays de la Loire, et donc les TER Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Alors, peut-être comprendre qu'est-ce que c'est que la genèse de la Loire à vélo, et ben forcément on est obligé de se replonger dans cet itinéraire d'une des plus belles véloroutes de France, qui est la Loire à vélo. C'est une piste cyclable qui fait à peu près 900 km et qui va traverser ce qu'on appelle la vallée des Lois ou les jardins de la France et qui, par ce parcours, va traverser un certain nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, c'est une piste cyclable qui
va de Nevers jusqu'à l'Atlantique et qui va longer ce qu'on appelle le dernier fleuve sauvage d'Europe, même s'il n'est en fait plus sauvage, mais en fait c'est par sa biodiversité, par le fait que vous allez traverser ces rives, ces îles, ces villes et ces villages très typiques, qui fait que c'est une piste la plus fréquentée de France. Alors justement, hein, concrètement, c'est la destination cyclotourisme de référence. La Loire à vélo, c'est pratiquement plus d'1 million de cyclistes chaque année qui vont passer sur cette Loire à vélo. Alors, la renommée, elle est certes en France, parce qu'on a, c'est ça qui est intéressant, on a vraiment une variété de touristes sur cette Loire à vélo. On a aussi bien ce qu'on appelle des excursionnistes, ce sont des locaux qui en fait habitent sur place et qui, le temps d'une journée, vont profiter de cet itinéraire. Mais on a aussi des touristes qui viennent de France, mais pas que, puisqu'on a pas mal de guides en anglais qui présentent la Loire à vélo. Et d'ailleurs, il faut savoir que le tourisme étranger représente un tiers des touristes de la Loire à vélo. Et donc, on a effectivement ces touristes dont le voyage est facilité par une centaine de professionnels labellisés Loire à vélo et qui vont faciliter le voyage. Alors, je te coupe une toute petite seconde. Je pense que tu dois avoir un bracelet ou un truc comme ça. Et du coup, ça fait des clonks sur la table. Ouais. Donc, il faut que tu bouges un peu moins. Alors, je suis chiant, hein, je sais, mais non, je te le dis avec les mains, parce que je vois que tu parles pas mal avec les mains, mais je fais pareil que toi. Et en fait, ça fait des bruits. T'en as 3 minutes, donc il n'y a aucun souci, le timing. Écoutez, il y a du off, c'est pas normal. On va le remettre. Alors... Et là, en l'occurrence, pour le train de la Loire à vélo, il faut savoir que 4 touristes sur 10 viennent en train. Donc en 2011, on s'est posé la question, mais comment on peut, avec les régions, hein, c'est vraiment à l'initiative des régions, c'est comment on peut faciliter cette mobilité des tourismes, comment offrir une véritable solution de transport pour ces millions de cyclo-touristes qui viennent sur la Loire à vélo. Et c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place le train de la Loire à vélo et qui vient faciliter les déplacements avec vélo, mais pas que, toute l'année sur la ligne Orléans, Tours, Nantes, Le Croisic. Donc vous allez pouvoir embarquer à bord de nos trains qui sont aménagés. Je vais vous montrer, on va vous montrer comment. L'idée, c'est d'offrir jusqu'à 3 allers-retours au quotidien, alors tôt le matin, en milieu de matinée et en fin de journée. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que vous pouvez voyager de façon gratuitement avec vos vélos et sans réservation. On verra, on a mis en place une expérimentation avec réservation pour cette année. Et donc, on a commencé en 2011. En 2018, dans le cadre du renouvellement du matériel, en fait, la région, on souhaitait aller un cran plus loin en investissant dans 5 rames Régio 2N équipées de systèmes Jumbo Vélo. Et en fait, c'est un système qui est vraiment passionnant parce qu'il offre déjà dans 3 espaces libre-service 11 emplacements vélo accessibles, hein, donc ça fait au total 33. Et en période estivale, on va démonter des fauteuils pour créer un espace entièrement dédié au vélo, en sorte de parking à vélo. Et là, on va offrir 17 emplacements vélos supplémentaires. Et ces vélos-là, enfin, sur cet emplacement-là, on a un agent qui va être complètement dédié à accompagner les clients dans la montée et descente des vélos pour cet espace. Ce que je vous propose effectivement, c'est peut-être un aperçu de cette solution à travers cette petite vidéo que je vous laisse découvrir. L'opération Jumbo Vélo est née en 2018. Jusqu'alors, la liaison Le Croisic-Orléans était réalisée par des locomotives et des voitures Corail, auxquelles on adjoignait tous les étés un fourgon aménagé spécifiquement pour accueillir les vélos et permettait de répondre à la demande touristique le long de la Loire à vélo. En 2018, la région décide de remplacer le matériel vieillissant composé des voitures Corail et des locomotives par un matériel TER innovant à 2 niveaux, fabriqué par Bombardier. Il est donc décidé de créer une option dans l'aménagement intérieur qui permette de maintenir cette capacité d'emport de vélo l'été pour répondre ainsi à la demande touristique. C'est ainsi que l'opération Jumbo Vélo a vu le jour. La ligne Interloire relie Le Croisic à Orléans en passant par Nantes, Angers, Tours
et au total 18 gares. Cette opération saisonnière consiste à venir modifier 5 rames. Donc au mois de juin, on vient lui enlever des sièges pour mettre des porte-vélos, puis à l'automne, on fait l'opération inverse. Cette opération qui dure 2 jours va respecter les étapes suivantes. Première étape, nous allons démonter l'ensemble des porte-vélos et les stocker dans un conteneur. Deuxième étape, nous allons recharger dans la rame l'ensemble des sièges stockés dans les conteneurs pendant l'été. Troisième étape, nous allons terminer l'aménagement intérieur, remonter les tablettes, les afficheurs, les porte-bagages et reconnecter les sièges, prises de courant et liseuses. Grâce à l'opération Jumbo Vélo, on passe d'une configuration à 501 places assises et 9 emplacements vélo à une configuration à 417 places assises et 50 vélos. En 3 ans, nous sommes parvenus à réduire le temps de transformation grâce à l'implication des agents du Technicentre. D'abord, grâce à des containers permettant le stockage des différents éléments, grâce à la création d'un chariot de transfert des sièges entre la rame et les containers, et par la mise en place de kitting de visserie qui permettent ainsi de gagner du temps. Mais nous continuons toujours à travailler sur de nouvelles pistes pour réduire ce temps de transformation. Cette opération a rencontré un vif succès. Comme on le sait, les Français ne sont pas partis à l'étranger cette année. La fréquentation était à la hausse, ce qui est de bon augure pour les prochaines années. Dernier point encourageant, plusieurs régions ont pris contact avec nous pour venir découvrir cet aménagement et pourraient le dupliquer à terme sur leur territoire. Je m'appelle Johan Sell, je suis chef de projet Jumbo Vélo au sein du Technicentre de Nantes. Donc voilà, je pense que ces images vous donnent un petit peu l'idée de cette prouesse technologique. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été récompensée prix du développement durable en 2021 par Ville, Rail et Transport. Donc on est vraiment très fiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette prouesse technique, elle est effectivement récompensée par ce prix, mais aussi on a un fort taux de satisfaction de nos clients cyclotouristes. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un service qui est unique en France et qu'on est très fréquemment sollicité pour présenter cette solution, mais aussi tout le service qui accompagne cette solution. Parce qu'il ne s'agit pas que d'aménager nos trains, il y a tout un service qui va avec. Alors, ce service, qu'est-ce qu'il est ? Effectivement, voilà, ce que je vous montre, c'est le flyer de la Loire à vélo, de notre train Loire à vélo, qui présente effectivement le service. Donc, comme vous voyez, on part du Croisic, de l'Atlantique, on va jusqu'à Orléans. On va avoir 3 allers-retours quotidiens qui sont opérés et les conditions d'accès sont relativement simples puisque c'est un accès gratuit sans réservation. On propose toutefois du 12 juin au 12 septembre un service place vélo garanti. Voilà, on va demander de retirer les sacoches du vélo pour permettre le fait de stocker plus de vélos à bord. Et donc, comme je vous disais, en fait, ce service-là, il est opéré toute l'année, mais avec plusieurs périodes. Une période toute l'année où on va offrir en libre service 33 places vélo. Et sur la période du 12 juin au 12 septembre, on augmente notre capacité d'emport jusqu'à 83 emplacements vélo à bord, dont 17 pouvant bénéficier d'une aide à l'embarquement et d'une place vélo garantie. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce service permet d'embarquer à bord à la fois des remorques et aussi des tandems, ce qui n'est pas possible dans le reste de nos trains TER. Concrètement, ça nous permet aujourd'hui, en 2021, d'avoir pu transporter plus de 12 000 cyclistes. Sur ces 12 000 cyclistes, comme je vous disais, on a 70%, donc 7 vélos sur 10 qui sont des vélos standards. On voit l'émergence des vélos électriques et donc qui sont peut-être plus lourds quelquefois et qui donc justement cette aide à l'embarquement est appréciée. Donc on a une 14% de vélos électriques. On a les vélos avec remorque pour 10% de nos vélos et ça c'est vrai que c'est à mettre en relation avec ces itinéraires, c'est justement ces déplacements itinérants
des cyclotouristes qui vont se déplacer tout au long de cette Loire à vélo. Et puis, on a aussi des vélos enfants et des vélos tandem. Alors, la nouveauté de 2021, c'est qu'on a souhaité mettre en place une réservation gratuite pour offrir le fait que le client soit sûr de pouvoir embarquer à bord du train de la Loire à vélo. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un service qui est apprécié de tous, qui de chaque année monte en puissance. Et l'année dernière, on a vu une situation où, suite à un retour d'expérience sur le service 2020, on s'est dit pour continuer dans cette qualité de service, il faut être à même de proposer à nos clients une garantie de place à bord. Et du coup, ça a donné lieu à une expérimentation qui a été également saluée par nos clients, d'offrir un système de réservation offrant la garantie d'avoir un emplacement à bord. Hop, ce qui est bien, c'est que comme c'est une vidéo, j'ai le droit de lui couper le sifflet avant la fin. Donc je me le permets, comme ça on garde un peu de temps. Il restait une dernière slide sur 2-3 chiffres. L'intérêt de cette présentation, c'était, désolé pour le petit bug, c'était de vous montrer comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui, grâce au ferroviaire, de créer des produits touristiques spécifiques. Le grand intérêt, là, c'est que vous l'avez vu, on est capable, on a souvent ce discours de... on ne peut pas embarquer les vélos dans le train, c'est compliqué, il faudrait mettre des vélos dans toutes les gares pour faire de l'intermodalité, etc. Les Pays de la Loire, ils ont pris le problème dans l'autre sens. Ils se sont dit comment est-ce qu'on prend nos trains, on les modifie pour répondre à un besoin qui est existant. Et là, vous l'avez vu, le Jumbo Train, c'est 50 places vélos, ce qui commence à être assez consistant. Ce qui est assez intéressant, et je finirai là-dessus avant de laisser la parole à Jean, c'est que là, il n'y a plus assez. Discussion qu'on avait avec Marie, c'est malgré les 50 places vélo, c'est plus suffisant. Donc là, ils sont en train de switcher, c'est la même réflexion qu'à TER SNCF à l'échelle nationale sur un système de réservation. Donc là, l'idée, ça sera d'avoir des slots disponibles, parce qu'il n'y a pas tous les trains qui sont équipés non plus, des slots disponibles, de pouvoir réserver sa place et de gérer comme ça l'afflux de personnes. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas réservé, vous ne pouvez pas monter votre vélo à bord. Donc c'est un exemple, encore une fois, pour montrer comment le ferroviaire, et là c'est le vélo, mais il y a d'autres sujets, ont un vrai intérêt sur la pratique touristique, et on peut vraiment, encore une fois, c'est assez pragmatique, ça demande un peu de travail technique, mais c'est assez pragmatique, faire évoluer les choses. Jean, je te laisse la parole, du coup il nous reste 25 minutes et on prendra des questions à la fin, mais on est tranquille, tu as le temps. Un quart d'heure, 20 minutes, et puis on prend des questions sur la dernière partie pour nous parler aussi de ferroviaire, mais via le numérique. Je te laisse ce micro-là si tu veux. C'est lui là. Alors après, je ne fais pas de très bons conseils, apparemment je fais des bugs, mais... Ah, une autre. Voilà, on est bien? Ouais, c'est bon. Ok. Bah, je vais mettre là. J'ai un peu volé dessus. Non, t'inquiète, pas de souci. Juste pour prolonger là, ce qui vient d'être montré par les Pays de Loire, je voudrais faire un test avec vous. Vous êtes un touriste étranger, allemand, chinois, américain, peu importe, vous êtes à Paris et vous voulez visiter le château de Chambord. Qui part de la gare de Lyon pour aller visiter le château de Chambord? Qui part de la gare d'Austerlitz? Qui part de la gare Montparnasse? Ah. Pour aller au château de Chambord, il faut partir de la gare d'Austerlitz pour descendre à Blois, qui est la seule gare de France d'ailleurs qui s'appelle Blois-Chambord. SNCF a accepté d'accoler à la gare de Blois le nom d'un monument forcément réputé pour attirer le plus de clients possible. Blois-Chambord, c'est une gare qui est située à 17 km du château de Chambord. Et à l'arrivée des trains qui partent de la gare de Paris d'Austerlitz et qui vont en général à Tours et qui s'arrêtent à Blois, il y a une fois sur 10 une navette pour amener les gens jusqu'à Blois-Chambord. Mais je reviens sur la question initiale parce qu'elle me semble importante. En France, sur le test qu'on vient de faire, voilà, vous trompez de gare. Imaginez, vous, à la place d'un touriste qui veut venir en train à Blois-Chambord, enfin, veut venir en train pour visiter Chambord, et qui ne sait pas de quelle gare on parle. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède depuis le début. Imaginez que vous arrivez à Pékin et que vous visitez la muraille de Chine et qu'on vous demande de trouver la gare avec une écriture qui n'est pas la vôtre, avec des informations qui ne sont pas forcément celles que vous seriez capable de prendre en considération. Cette problématique du transport lié au tourisme, elle est, moi je pense, méga importante parce que, j'ai demandé tout à l'heure, l'origine même du tourisme, c'est le voyage. Et voyager, ça nécessite un certain nombre d'offres de services. Et ce que je trouve intéressant dans ce qui a été proposé, c'est que l'économie touristique, au départ, c'est une économie de service. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'offre, s'il n'y a pas le service qui va avec, tout ce qu'on fait ne marchera pas. Alors, moi, je crois que je me trompe de truc. L'idée, c'était donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de présenter... Je vais trop vite. Voilà. C'est de présenter la réflexion. Alors, je dis bien la réflexion parce que
il y a des choses qui sont mises en place, mais on est encore très loin du compte par rapport à ce qu'on souhaiterait mettre en place. Et dans un premier temps, la réflexion et la vision stratégique qui a été la nôtre par rapport à cette problématique. Moi, j'adhère beaucoup dans cette réflexion où on pose les questions de ce que devrait être le tourisme demain, et par rapport à toutes les questions qui ont été posées par l'ADEME sur les enjeux d'externalité, hein, vous l'avez, je pense, vu, hein, 77% des externalités, donc de la production de gaz à effet de serre engendrée par l'économie touristique, c'est le transport. Ça veut dire que si on n'agit pas sur ces 77%, on peut faire tous les colloques qu'on veut sur le tourisme durable, tous les rendez-vous annuels qu'on veut sur le tourisme de demain, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, à un moment, il faudra bien activer quelque chose sur les problématiques de transport. J'ai mis la citation, alors j'y étais pas aux UTD au Havre, mais on m'a rapporté cette citation de la présidente de Sea Shepherd. Alors le début n'est pas forcément terrible, j'aimerais que le touriste n'oublie jamais qu'il est une atteinte supplémentaire à un environnement fragile. Bon, c'est pas terrible de dire ça quand on travaille dans le tourisme, mais le deuxième point, moi, me semble plus important, comment on fait en sorte pour que les gens ne soient plus des touristes, mais des voyageurs qui découvrent le monde en ayant conscience de leur impact. Et puis je mettais une citation de Tiercelin qui dit « Voyager, c'est grandir, et c'est la grande aventure qui laisse des traces dans l'âme ». Je vous mets ça parce que en Occitanie, on a pris le parti, avant même la crise d'ailleurs, hein, de revenir à l'essence même de ce qu'était le tourisme dans sa composante initiale au regard de ce qu'est le voyage. C'est-à-dire que le mouvement, le déplacement et surtout la rencontre de l'autre, ça a été rappelé ce matin par Paul et ça me semble un point intéressant. Et dans le voyage, finalement, ce qui nous semble, nous, important, c'est le lien social. Et derrière la marque Fabuleux Voyage qu'on a développée en Occitanie, voilà, on réfléchit à une production de voyage qui vient rappeler que il n'y a pas besoin de faire 10 000 km pour voyager, qu'on peut en faire 50 en sortant de chez soi le matin et en rentrer le soir chez soi, pour sortir, pour voyager, pour rencontrer du monde, pour découvrir de nouveaux paysages. Et on travaille cette production principalement, c'est vrai, dans un premier temps, donc, sur les clientèles de proximité. On est aidé pour cela par une volonté politique de la région. Tout à l'heure, Julien y a fait écho, une présidente de la région qui est vraiment convaincue que plus on encourage la mobilité, on va dire écologique, plus on l'encourage avec une tarification qui permet à tout le monde de monter dans le train quasi gratuitement, parce que les billets de train 1 euro, je vous donne un exemple, cette année, il y en a eu 2 100 000. Donc qui ont permis à des gens de sortir chez eux, en lien avec voilà, toute notre réflexion aujourd'hui autour du champ des loisirs, qui nous semble, nous, un champ, en tout cas un pan entier de l'économie touristique qui n'est pas travaillé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fort pour aller chercher les gens très loin, mais l'activité de loisirs, celle qui s'appuie en termes de consommation sur les clientèles de proximité, on l'a travaillé assez peu. Je disais ici même l'an dernier que nos principaux concurrents, nous, quand on l'analyse sur le champ des loisirs, c'est les Netflix et les Disney Channel, c'est les gens qui vendent de l'abonnement pour que les gens restent chez eux. Donc s'ils restent chez eux, ils ne sortent pas, s'ils ne sortent pas, ils ne voyagent pas, et s'ils ne voyagent pas, ils ne consomment pas l'économie touristique. Donc ça nous semblait, nous, important de travailler cela. Et je vous dis, on est aidé, c'est vrai, par le conseil régional, et c'est pas directement le CRT qui peut mettre en place des billets de train 1 euro. 2 100 000, je vous donne juste un chiffre, hein, le prix moyen que la région paye à la SNCF, qui ne fait pas ça gratuitement, bien évidemment, hein, c'est 8 euros. Donc vous multipliez 2 100 000 billets par 8 euros, et vous verrez que ça coûte un peu plus de 16 millions d'euros à la région. Mais l'autre chiffre intéressant, c'est de vérifier que les gens qui ont pris le train, à travers l'économie qu'ils ont fait sur un billet payé beaucoup moins cher, et l'opportunité de prendre le train, parce que finalement, on le prend parce que c'est pas cher, on dit voilà, j'habite à Toulouse, je vais aller à Collioure dans la journée pour me baigner, puis je vais rentrer le soir parce que ça me coûte 2 euros pour y aller, elle engendre des consommations qui n'étaient pas aujourd'hui reconnues sur le territoire touristique. Nous, l'estimation qu'on en fait, on la situe entre 30 et 35 millions d'euros, cette consommation supplémentaire liée aux activités touristiques. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. La vision techno, alors bon, elle est somme toute assez simple et pas révolutionnaire, et il faut rester assez modeste par rapport à ça. On travaille, nous, avec l'ensemble de l'écosystème des OGD Occitane sur un dispositif qui s'appelle le HIT, le Hub d'information touristique. Et on y a rentré, en plus de ce qu'on rentrait avant avec Fairguest, avec AirDNA, avec la météo, on y a rentré donc les informations transport. Donc on a connecté
des informations de transport à des informations touristiques qui permettent aujourd'hui de proposer une offre d'information, une offre de service beaucoup plus importante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, dans un premier temps, on a connecté les informations de la SNCF. Dans un deuxième temps, on a connecté les informations liées au label qui s'appelle LIO chez nous, les lignes interrégionales d'Occitanie, qui concerne aussi bien le bus que le train. Et on a mis en relation toutes les data transport au data tourisme, en permettant aux ADT et aux offices de tourisme d'utiliser le travail qui était fait. En fait, quand on dit on a connecté les data transport et tourisme, on a surtout croisé les bases de données, celles du CRT et celles de la SNCF, principalement sur des données de géolocalisation. Ce qu'on voulait, c'est de montrer que beaucoup de sites touristiques étaient finalement à proximité d'une gare. On a fléché ceux qui étaient à moins de 5 minutes, à moins de 10 minutes, on était allé jusqu'à 40 minutes à pied pour démontrer que sur beaucoup d'offres touristiques, on pouvait y aller donc en train. Il y a une rubrique donc, sur le CRT qui s'appelle « Venir en train ». Elle a pour objet de montrer tous les hébergements, on a commencé par les hébergements, qui sont à proximité d'une gare. Et quand on clique la fiche d'information touristique qui présente l'hôtel ou qui présente la chambre d'hôte, je suis allé trop vite, excusez-moi. Voilà. Vous avez, oui, c'est plus clair que sur mon ordinateur, vous avez en bas systématiquement la proposition de recherche d'horaire, en précisant que voilà, on est à moins de 15 minutes de la gare de Nîmes, que la meilleure desserte de ces destinations propose un X trajets par jour, que le premier train démarre à 6h10 du matin et que le dernier passe à 22h20, pour encourager donc un maximum de nos clients à venir. Donc ça, c'est le début de l'histoire qu'on a engagée avec la SNCF, avec le service transport de la région. Le partenariat il se poursuit en allant chercher toutes les données disponibles donc auprès de nos partenaires, en mettant en place et à disposition toutes nos données auprès des partenaires départementaux, en visant des offres ponctuelles sur des journées d'événements que je vais présenter tout de suite. Mais surtout, le plus important, c'est pour nous, demain, travailler un moteur de recherche qui va nous permettre de croiser de l'information de loisirs à l'information de transport. En clair, et c'est ce que disait Julien tout à l'heure, moi j'ai mis 30 ans à comprendre cette différence, alors que ça fait 30 ans que je travaille dans le tourisme, la différence entre la communication et l'information. La communication, on en fait tous. On considère que poser de l'information transport ou l'information touristique sur nos sites internet, ça suffit et que les gens seront assez intelligents pour aller la chercher. Visiblement, ça ne marche pas si bien que ça, parce que sinon, il y a plus de gens qui seraient dans les transports collectifs et dans les transports publics. Informer les gens, c'est de leur dire, voilà, moi j'habite à Toulouse, je veux aller faire du canoë-kayak. C'est de leur donner toutes les offres de canoë-kayak qui sont couplées à des offres de transport en train. En clair, j'informe mes clientèles qu'on peut prendre le train à 8h50 le dimanche à la gare de Toulouse-Matabiau, qu'on prend un TER direction Brive et on précise qu'il faut descendre à la gare de Souillac 1h15 plus tard, qu'à Souillac, il y a un loueur de canoë qui va vous faire descendre la Dordogne et que le soir, vous avez un train à 17h42 pour rentrer. Et qu'avec la carte Oxygène, qui est un truc monétisé par la région, qui permet de donner 200 € l'été pour encourager les familles aux quotients familiales les plus bas à consommer l'activité de loisir plus le train à 1 €, voire le train gratuit, parce qu'il y a aussi des dispositifs de train gratuit pour ces populations-là, on peut faire ça. Si vous faites ça, si vous êtes capable de pousser de l'information, on a 57 000 familles qui sont aujourd'hui titulaires de la carte Oxygène. Si vous poussez cette information en disant, voilà, vous habitez Toulouse, vous voulez faire du kayak, et voilà l'offre de transport et l'offre de loisirs que vous pouvez faire derrière, vous mettez tout d'un coup 60 personnes dans le train. Si vous mettez la même information sur le site, le temps que vous la trouviez, parce que c'est toujours compliqué de naviguer sur nos sites institutionnels, vous aurez personne dans le train. Voilà. Donc ce travail, cette réflexion sur la différence entre la com et l'information, moi, à l'échelle d'un CRT qui travaillait beaucoup les marchés étrangers, c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire qu'il faudrait mettre beaucoup plus de moyens et de ressources humaines pour aller pousser avec des systèmes de GRC ces informations aux bonnes personnes, ce qui est fait par les GAFA de manière bien plus intelligente que nous et surtout bien plus modélisée que nous. Mais en tout cas, l'enjeu et la finalité de notre réflexion, c'est de permettre de croiser une information de loisirs à une information de transport. Moi, je pense que c'est la meilleure entrée de dire, voilà, j'ai envie de faire ça,
je regarde quelles sont les possibilités de transport en train, surtout si le transport en train me coûte moins cher que de prendre la voiture, parce que à 1 euro le billet, ça me coûte effectivement beaucoup moins cher que prendre la voiture. Je vais vite. L'autre collaboration qu'on a avec nos collègues des services transports à la SNCF, c'est toutes les offres qui sont proposées donc par la SNCF aujourd'hui et qui permettent de faire des trains spéciaux qui permettent d'amener des gens. Alors là, en l'occurrence, c'est d'amener les gens avec leur vélo pour faire la voie verte du Grand Orbe, c'est au nord de Béziers. L'offre, elle est promue comme ça sur notre site. Le dimanche 17 octobre, dans le cadre des trains événementiels de la région. Il y a un train spécial LIO, donc entre Béziers et Bédarieux, qui va être affrété par la SNCF. Le train coûte 2 euros. C'est l'aller-retour en train, plus 3 activités gratuites au choix qui vont être proposées derrière. Voilà, on pousse ça. Et là encore, quand on le pousse, tout d'un coup, le train est complet pour partir de Béziers et pour aller jusqu'à Bédarieux. Une vision dans le temps, parce que je vous l'ai dit, on est loin de s'être arrêté. Alors là, je vous ai parlé de problématiques techno et de connexion d'informations de transport et d'informations touristiques. J'espère qu'on sera prêt pour l'été 2022 et de produire le fabuleux voyage qui serait celui qu'on pourrait faire en train et qui serait le voyage quasi zéro carbone et qui serait proposé à des clientèles qui arrivent en Occitanie, j'espère en train là aussi, et qui pourront acheter un billet de train qui permet de partir de Toulouse, de prendre le train jaune dans les Pyrénées, d'aller à Collioure, de remonter par le train des Gorges de l'Allier, qui est une des voies les plus belles de France, jusqu'en Auvergne, de redescendre par l'Aubrac, de remonter ensuite côté Figeac et de permettre à des gens et à des touristes de se déplacer uniquement en train. On n'a rien inventé, on a pris un modèle sur les Suisses qui ont inventé le Grand Tour et qui permet de visiter la Suisse en train. Et puis, l'autre réflexion que nous avons, c'est avec la réflexion sur le retour des trains de nuit. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de trains de nuit. Alors cette chance, on la doit à une position géographique très excentrée, parce que c'est quand même assez long de venir en Occitanie quand on habite Paris. On a encore 4 trains de nuit, un train qui vient à Tarbes, un train qui vient à la Tour de Carol, donc c'est Font-Romeu, un train qui vient à Collioure, et puis un train qui vient à Rodez de nuit. On aimerait, cet été, on a rendez-vous dans 15 jours avec les acteurs d'hébergement du littoral sur la côte d'Occitanie, et en particulier les très gros campings, et faire ce qu'a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, Travelski, la compagnie des Alpes, qui sont allés affréter des TGV au départ, des Eurostar au départ de Londres, pour amener des clientèles, les amener en train plutôt que les amener en avion. Voilà, on aimerait pouvoir faire une chaîne de transport autour du train pour séduire les clientèles un peu lointaines à prendre le train plutôt que de prendre la voiture pour aller jusque chez nous. Voilà, moi j'ai fini. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi je reviens sur la réflexion sur l'offre de services et l'offre de services d'information. Moi, je lis très librement et très humblement pour le CRT Occitanie. Je pense qu'on est passé des années à côté de la manière de communiquer et surtout d'informer les clientèles sur les différents services qui étaient capables de proposer. Le choix stratégique et politique du CRT, c'est de prendre nos responsabilités sur le sujet des externalités. Voilà, moi, je le dis très sincèrement en tant que directeur de CRT, je ne crois plus au marché étranger. Je ne crois plus au marché lointain. Nous les travaillerons, nous, uniquement sur des événementiels, en particulier sur la Coupe du Monde de rugby, parce que tant qu'à faire, autant que les Néo-Zélandais ou les Australiens qui viennent en France pour suivre la Coupe du Monde de rugby viennent en Occitanie, parce qu'on ne peut pas vivre une Coupe du Monde de rugby si on n'avait pas s'installer et vivre l'Occitanie. Sur le reste, voilà, je n'y crois plus. Je ne crois plus au marché chinois, je ne crois plus au marché américain. Et je dis ça fort des stratégies qui ont été lancées, fort de cette capacité que nous avons eue à sortir des gens de chez eux, à sortir des gens qui ne consommaient pas l'économie touristique. Moi, je crois que la croissance de l'économie de notre activité touristique, elle est plus à chercher chez les 40% de Français qui ne partent pas en vacances que chez les clientèles lointaines. Je ne crois pas que l'attractivité d'une destination touristique se mesure au nombre de kilomètres que les gens feraient chez nous
pour venir nous rendre visite. Alors, c'est pas toujours facile de dire ça. Ça renvoie à la notion, entre guillemets, j'aime pas cette théorie parce que je la conteste politiquement, à celle du remplacement. Par quoi on remplace des clientèles américaines ou des clientèles chinoises? Comment on vient expliquer à des hôteliers 5 étoiles et qu'on fait des efforts pour monter en gamme, qu'on n'ira plus chercher ces clientèles-là et qu'il faudra qu'on aille chercher d'autres clientèles de proximité, d'autres clientèles nationales qui viendront en train et dont l'impact carbone sera moins important. Voilà, c'est en tout cas vers ça qu'on souhaite aller. C'est pas forcément très partagé, y compris d'ailleurs en interne. Vous imaginez bien que voilà, les gens, et je termine par ça, mais les gens qui allaient faire des salons professionnels à l'autre bout du monde, quand on leur dit il faudrait vous reconvertir pour pousser de l'information sur des familles à très bas revenus pour les faire sortir de chez elles et les faire consommer des activités de loisirs, c'est pas le même métier. C'est pas aussi, on fait pas le selfie dans l'avion en partant en disant on part tous voilà, au marché machin. C'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, on croit à ça et on est encouragé par les élus régionaux vers ça, sans pour autant voilà, considérer que l'avion c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Moi je pourrais pas dire ça dans une région où on construit la moitié des avions du monde, ça marcherait pas. Donc ça veut dire qu'il y a le temps de la transition qui va nous permettre voilà, d'accompagner cette réflexion. Merci beaucoup. Je crois que ça marche, ouais, c'est bon. Bah ouais, tu peux rester là, Jean. Merci beaucoup. Je pense que le message en plus était très clair et c'est le même. Je pense qu'on a des messages parallèles dans le domaine de la mobilité, donc c'est parfait. On a 10 minutes, mais on peut déborder un petit peu. Pour les questions, c'est moi qui vais vous amener le micro, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je pense qu'il y a plein de questions, c'est quand même un gros sujet. Une là-bas déjà. Donc j'arrive. Est-ce que tu peux me passer un autre micro, Marie ? Et toi, tu peux t'en prendre un troisième. Comme ça, on va en passer plusieurs. Je vais les faire travailler. Je vous en prie. Bonjour, vous parliez de développer des offres de services en même temps que l'offre de transport. Comment vous faites quand le train arrive dans des petites villes où après la personne, à part aller à pied à plusieurs kilomètres, n'a pas forcément de moyens de transport adéquats pour aller faire ses activités? Merci. Sur la gestion de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, je n'ai pas toutes les solutions. Les réflexions que nous, on souhaite avoir, en particulier avec le soutien de l'ADEME, avec laquelle on a signé une convention. Pour information, d'ailleurs, l'ADEME nous paye à partir du 1er janvier 2022 un chargé de mission mobilité, dont la mission va être finalement d'encourager ces mobilités douces et d'aller chercher le maximum d'hébergeurs qui sont prêts à jouer le jeu du dernier kilomètre et donc d'aller chercher leurs clients à la gare la plus proche. Mais on a beaucoup parlé de SNCF, on pourrait parler de Blablacar, qui est aussi un partenaire qui nous intéresse. Je le dis, j'imagine qu'il y a des responsables de Visiotourisme. Moi, j'en fais beaucoup de Blablacar en tant que chauffeur. Et je suis toujours étonné de voir comment les gens qui attendent pour prendre un Blablacar attendent dans des endroits. Vous savez quel est l'endroit où les gens attendent Blablacar en général? C'est les McDo. McDo, ils ont compris que c'était plus intéressant d'attendre au chaud dans un McDo que d'attendre sous la pluie. Et je le dis souvent, Blablacar, c'est un truc qui a été inventé par des jeunes qui s'étonnaient n'avaient pas d'offre de transport qui correspondait, et puis surtout s'étonnaient de voir des gens tout seuls dans les voitures. Et donc c'est pas une invention publique. Je veux dire, ça n'a pas été réfléchi par les services publics. Je suis assez étonné de voir du peu d'engouement des collectivités à construire des abris Blablacar, en général aux sorties d'autoroute, parce que si on a des grands déplacements, on pose plutôt les gens en bord d'autoroute. Aller poser des gens en bord d'autoroute quand il y a un méga orage et les laisser sous la pluie. Enfin, on ne peut pas faire ça, donc ça veut dire qu'on rentre dans la ville, on perd du temps et tout. Mais ça peut être Blablacar, ça peut être d'autres acteurs. Mais là, on veut vraiment développer cette offre du dernier kilomètre. Ça veut dire aussi qu'on prend nos responsabilités et on les prendra demain à dire attention, on ne pousse que les hébergeurs qui se sont engagés sur le dernier kilomètre. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, tant pis pour eux, on les mettra un peu plus loin et on présentera l'information différemment. Merci pour la réponse. Alors, vous pouvez poser des questions de manière assez globale. Alors, juste pas Marie, parce qu'elle ne sera pas là pour vous répondre, mais allez-y. Deuxième question qui est juste là. Alors moi déjà, je voudrais simplement louer le travail qui est fait en Occitanie. J'ai la chance d'utiliser très régulièrement les transports publics
d'Occitanie, puisque j'habite juste à la frontière de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, et donc je vais très souvent en montagne avec les bus à 2 € et aussi le train à 1 € pour aller plus loin. Donc il y a moi, ce que je voulais savoir, c'est comment fait-on, alors c'est un peu basique et peut-être comment fait-on pour motiver les autres CRT, les politiques, pour avancer dans ce sens et développer la mobilité, parce que vous le disiez tout à l'heure, tout est malheureusement une question d'offre, et quand on a besoin de communiquer, d'informer au niveau des offices du tourisme, de renseigner les touristes, mais aussi les locaux, il faut aussi qu'il y ait cette offre qui soit développée et qu'elle existe, et qu'aujourd'hui c'est un vrai manque dans plein d'endroits. Il y a un trou dans la raquette dans beaucoup de destinations. Moi, je pense sur le sujet des externalités d'une manière générale, parce que c'est quand même, à mon avis, le point de départ de la réflexion. C'était le point de départ de la réflexion de la présidente de région, qui a été la première présidente de région à s'engager sur le dispositif qu'on appelle le Green New Deal. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un jour, ici peut-être à Pau ou ailleurs, peu importe, mais un grand colloque sur c'est quoi la croissance de l'économie touristique en France. Et qu'on pose vraiment le débat collectivement, parce que si vous dites on ne veut plus travailler les marchés étrangers, vous imaginez bien, moi je dis ça ici parce que c'est facile de le dire à Pau, le dire devant l'UMI, de le dire devant l'office de tourisme de Carcassonne où la moitié de la clientèle touristique est étrangère, je le dis aussi, pas tout à fait de la même manière, mais je le dis aussi. Et puis je le dis très sincèrement, sur les transports aériens, je leur ai dit, on fabrique la moitié des avions à Toulouse, donc on va pas dire que l'avion c'est Burke, enfin il y a un moment fort. Bon. Donc on va continuer à accompagner les aéroports. On a eu une réunion d'ailleurs la semaine dernière avec les différents gestionnaires d'aéroports, puisqu'il y avait une étude sur les retombées des aéroports en termes de fréquentation touristique, 1,3 milliard, donc c'est pas que dalle en Occitanie, il y a 10 aéroports internationaux. Mais en disant on va y aller décrescendo, et si on accompagne le développement de l'offre aérienne, ou en tout cas le taux de remplissage des lignes qui vont par exemple à Lourdes, on ne peut pas faire autrement que d'accompagner, voilà, on ne va pas venir de Pologne à Lourdes en train, enfin ça ne marchera pas, voilà, surtout dans l'état dans lequel les gens arrivent en général à Lourdes. Bon. Donc on ne peut pas le faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a bien besoin d'avions. Mais en même temps, on dit, bah, voilà, ceux qui viennent sur le littoral depuis Strasbourg, depuis Lille, il faut qu'on les mette beaucoup plus dans le train. Ça veut dire que c'est pas où, c'est et. Enfin voilà, il faut qu'on arrive à dire, voilà, on encourage. Et je pense que si on faisait ce grand rendez-vous national, comme ça s'est fait sur la COP 21, où les pays ensemble disent, voilà, il faut qu'on limite le réchauffement à 2 degrés. Si on disait, c'est le débat tout à l'heure qu'on avait sur les calculs qu'a fait Guillaume Cromer, moi je suis partisan de dire, on arrête le fantasme des 100 millions de visiteurs étrangers, ça ne sert à rien. On se met d'accord sur le fait que 50 millions, ça serait pas si mal, et que, ben, voilà, on redéfinit les enjeux sur l'attractivité de la France auprès de ces 50 millions. On va les chercher peut-être un peu moins loin, et on réfléchit collectivement à la manière de remplacer des clientèles étrangères qui ne viennent plus par des clientèles françaises. Moi, je vous donne juste un chiffre, et puis je le dis le plus modestement parce que j'y suis pour rien du tout. En Occitanie cet été, donc en juillet-août, on fait plus 11% de fréquentation par rapport à 2019. C'est-à-dire que non seulement on a rattrapé 2019, mais on l'a dépassé de 11%. On n'a jamais fait mieux en été 2021 depuis qu'on mesure l'économie touristique. À quoi on le doit? On le doit aux 2 millions de passagers qui ont pris les billets de train à 1 €. C'est évident que ces gens-là, à un moment, ont dormi quelque part. Alors, il y a ceux qui ont dormi. Le directeur du Cap d'Agde, il me disait, il y a des jeunes, ils arrivent, ils lancent la tente Quechua là, qui se monte toute seule sur les ronds-points du Cap d'Agde. Bon, c'est sûr que c'est pas une nuitée tout à fait conforme à ce qu'on aimerait avoir. Puis il y a ceux qui dorment sur la plage, bon, ou dans la voiture, mais peu importe, voilà, on a des gens qui ont bougé, qui se sont déplacés, on le doit beaucoup à la clientèle nationale et à la clientèle de proximité. Moi, pourquoi on irait chercher, voilà, des clientèles lointaines alors qu'on fait plus 11% là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la donnée en termes de nuitée, en termes de consommation. Alors, en termes de consommation, c'est certainement pas 11%, on est d'accord, mais ça ne sera pas moins que ce qu'on faisait en 2019. Voilà, moi j'attends impatiemment le débat. Je dis pas qu'il y a un seul modèle, c'est pas ça. Le modèle occitan, il fait beau en Occitanie, on a certainement profité de la météo. C'est plus facile, on le doit beaucoup aux non-marchands.
Hein, c'est plus facile d'aller voir une grand-tante à Collioure qu'une grand-tante à Charleville-Mézières. Enfin, bon, ouais, c'est comme ça. Donc on a cette chance-là. Mais en attendant, voilà, ces plus 11% nous donnent raison, ou en tout cas nous encouragent à continuer dans ce qu'on a lancé. Après, il y a sûrement une question de professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le disais tout à l'heure, dans les autorités de transport, et je prends la question, dans les autorités de transport, personne ne sait ce que c'est que le tourisme. On n'a pas de spécialiste du tourisme dans le transport, et on n'a pas de spécialiste du transport dans le tourisme. Alors dans quel sens il faut le faire? On peut ouvrir le débat, on pourra en parler dans ce grand colloque qu'on mènera, mais ce que fait l'ADEME, par exemple, en finançant des postes, et l'ADEME qui finance un poste transport au sein du CRT, c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut qu'il y ait une vision commune, il faut qu'il y ait une culture qui se crée entre les deux. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui sont complètement inconnus l'un de l'autre, mais on peut aller plus loin. Les gens qui travaillent dans la mobilité douce, dans le transport, dans le vélo, ne comprennent pas le monde du transport public. C'est des gens qui ne se parlent pas, parce que les régions sont très ferroviaires, et c'est plutôt les départements et les collectivités de plus petite taille qui sont sur le vélo. Donc il y a un problème de culture aussi. Et là, le Covid, c'est peut-être une occasion de se dire, on rabat les cartes, on a les loisirs qui se mélangent avec la question de la visite, la question du tourisme, parce que le tourisme, on ne sait plus ce que c'est, on a les temps, la logique de la distance et du temps qui est en train de changer. Comment est-ce qu'on se met à réfléchir maintenant? Et moi, tout à fait raison, hein, sur la question de la distance, dans le transport, c'est pareil, on est en train de dire, arrêtons de faire des LGV partout, mettons le paquet sur le TER, sur le car aussi, parce qu'on a parlé du train, mais il y a le car qui fonctionne très bien, vous l'avez dit à juste titre, mais il faut créer une culture. Et ça, il y a quand même un vrai changement de paradigme, je crois que c'est le mot que Juste avant la question, je voudrais juste, en prolongement de la question de tout à l'heure, on bosse donc avec ce chargé de mission, enfin on va bosser avec ce chargé de mission, mais on a engagé le débat avec la SNCF pour les gens qui arrivent à l'aéroport de Toulouse. Quand on arrive à Toulouse, on peut aller à Carcassonne, site UNESCO, on peut aller à Albi, site UNESCO, on peut aller à Saint-Cyr-la-Beaupie, plus beau village de France, on peut aller à Lourdes. Tout ça, on peut le faire en train et en transport public. Voilà. Et alors après, tout est affaire de volonté politique, on est d'accord. Nous, on négocie avec la région un pass à 10 €. Il faut que ça soit vraiment le prix maxi qui serait donné à tous les touristes, enfin vendu à tous les touristes qui arrivent, et de conditionner l'aide des collectivités au low cost à condition qu'elles fassent la publicité de cette offre. C'est-à-dire qu'on part de Stockholm, on arrive à Toulouse, et si la compagnie voulait le mettre dans son prix d'avion, ça sera encore mieux. 10 €, on leur dit voilà, vous n'avez pas besoin de louer de voiture. Nous, on dit, voilà, on ne peut pas stopper le trafic aérien du jour au lendemain. C'est pas possible. Il y a trop d'économies derrière. Et puis, je rappelle l'histoire d'Airbus, quand même, à Toulouse, qui est importante. Par contre, si on fait baisser les externalités parce que 9 voyageurs sur 10, du coup, ne louent plus une voiture et prennent ce train pour aller à Carcassonne, pour aller à Albi. Carcassonne, c'est 40 minutes de Toulouse, c'est que dalle. Albi, c'est pareil. Saint-Cyr-la-Beaupie, on parlait de Souillac tout à l'heure, ou de Moissac, peu importe. Tout ça, ça se fait en train. Sauf que le gars qui descend de son avion à Toulouse, il n'a aucune information sur cette capacité à se déplacer. C'est ce que tu montrais tout à l'heure, Julien, sur les pays alors plutôt du Nord qui ont beaucoup développé cette offre. Donc c'est ça qu'il faut qu'on bosse. Voilà, excusez-moi. Monsieur, vous avez une question? Alors là, on a dépassé le temps, donc maintenant, c'est du plus. Hein, donc on sera en retard sur le reste. Bien, donc, donc ça sera question courte, réponse courte. Je vais être rapide, mais en fait, l'intervention précédente, votre intervention finalement a abordé le sujet que je souhaitais aborder. Néanmoins, je vais quand même poser la question à Jean. D'abord, merci pour ton intervention. Donc, je suis Pierre Lagage, directeur de l'ADT du Lot. Donc, on se connaît bien avec Jean et bien évidemment, je partage complètement la vision sur ce sujet, sur ces enjeux, sur les questions des déplacements. Juste un petit témoignage. Moi, j'ai eu l'occasion de participer, c'est sans doute une chance, puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'être réinvité, à une commission mobilité départementale. Voilà. Donc, c'est piloté par la région, puisqu'on a une maison de la région au sein du Lot. Et régulièrement, visiblement, il y a des réunions de concertation entre les différents acteurs concernés par les transports qui sont réunis et concertés par la région. Nous avons eu la chance d'être invités une fois. J'ai fait part du fait que nous étions vraiment intéressés. Ça a été l'occasion pour moi de recueillir beaucoup d'informations, d'exprimer un certain nombre de difficultés, de points de vue sur les sujets des déplacements. Et puis, bon, alors sans doute que la crise Covid n'a pas aidé, hein, bien évidemment, mais bon, et puis depuis, plus rien. Alors, ça m'amène à une question, c'est, bien évidemment, il y a la question de l'offre. Le fait de proposer le train à 1 €, c'est un élément déclencheur évident et il faut sans doute poursuivre et renforcer cette politique. Mais pour autant, c'est ce que je vous disiez tout à l'heure, on est vraiment face à deux mondes qui fonctionnent en parallèle.
C'est-à-dire qu'on a le secteur des transports, on a le secteur du tourisme, comme si, bizarrement, les choses n'avaient rien à voir ensemble. C'est vraiment la situation telle qu'elle existe. C'est presque surréaliste, d'une certaine façon. Et je m'applique finalement ce constat et cette critique, d'une certaine façon, à moi-même, sans problème. Mais c'est sans doute un problème culturel aussi sur cette question-là. Mais ne penses-tu pas qu'il y a, au-delà du fait d'amorcer la pompe avec des offres de transport attractives, le fait qu'il y ait une volonté de la région, effectivement, de développer des régularités de transport plus adaptées peut-être au secteur du tourisme, un problème de gestion. Alors on appelle, le mot à la mode, c'est la gouvernance, mais un problème de gouvernance sur cette question de transport lié au tourisme, aujourd'hui, tel que ça peut exister sur certains itinéraires. On a parlé de la Loire à vélo, on a des comités d'itinéraires, voilà, qui sont actifs, qui se réunissent régulièrement, qui posent les questions, qui apportent des réponses, qui évaluent les politiques menées. Aujourd'hui, sur cette question des transports, l'instance de gouvernance, elle n'existe pas. Et pourtant, on sait très bien qu'il y a des enjeux qui peuvent être réglés à l'échelle régionale, mais ça c'est sans doute intéressant qu'il y ait aussi des besoins de terrain qui remontent auprès de la région. Et il y a aussi des solutions sur le dernier kilomètre qui seront sans doute plus des solutions locales. Donc on voit bien qu'il y a cette question du maillage. Donc moi je pose la question de la gouvernance. Est-ce qu'il n'est pas temps, au-delà des bonnes intentions et des premières actions qui ont été menées, de réfléchir à un dispositif de gouvernance sur la question des déplacements qui soit à la hauteur des enjeux? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question... Il y en a une deuxième? Oui, il y en a une deuxième, mais elle va être rapide. Très court. C'est, est-ce que tu ne penses pas que un des problèmes majeurs aussi, c'est la question de la data? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la difficulté, et la data existe, c'est de mailler de la data qui permet de gérer les questions de rupture de charge. Et on sait bien que sur ces questions-là, le diable se cache dans les détails. Voilà. Donc on a d'un côté de la data qui existe et de l'autre une incapacité aujourd'hui, faute de compétences, faute de volonté, à mailler tout ça. J'en ai terminé. C'est bien, c'est exactement les sujets sur lesquels je bosse, donc on va pouvoir travailler ensemble. Non, je suis d'accord avec vous. On essaye de faire rapide, je me suis fait engueuler par la technique. Je te réponds vite là, sur le cadre de gouvernance. On a invité à l'occasion de nos journées professionnelles, là, les convergences, le 9 et 10 novembre à la Grande Motte, le service transport et la SNCF pour venir présenter leur réflexion stratégique sur les enjeux de transport. Et derrière, on leur a dit, voilà, j'espère que ça va générer l'intérêt de la part des acteurs du tourisme. Et on a demandé, avec un accord du directeur de transport de la région, un rendez-vous au mois de février, enfin février-mars, avec tous les offices du tourisme et tous les OGD pour dire, voilà, ça c'est notre offre de transport, on va dire, traditionnelle. Il y a l'offre de transport supplémentaire qu'on met en place l'été. Dans le Lot, moi j'ai appris sur les réseaux sociaux l'ouverture d'une ligne de bus de Cahors à Saint-Cyr-la-Beaupie. Donc si je l'apprends moi sur les réseaux sociaux, j'imagine que le touriste lambda qui voulait partir de Toulouse pour aller à Saint-Cyr-la-Beaupie, il ne l'aurait pas trouvé non plus. C'est ça qui est compliqué. C'est l'offre de transport. Moi je dis souvent, je reviens sur le service, en transport comme en tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. On ouvre une ligne entre Carcassonne et Manchester, tout d'un coup, il y a du monde dans l'avion pour aller de Manchester à Carcassonne, alors qu'un jour avant, il n'y avait pas. On ouvre une ligne pour aller de Toulouse à Saint-Cyr-la-Beaupie, et tout d'un coup, il y a du monde qui monte. L'enjeu de cette réflexion avec les sociétés de transport, c'est de leur prouver que s'ils bossent avec nous, on mettra du monde dans le bus et dans le train. Alors que là, pour l'instant, ils ne le font pas. L'exemple que j'ai montré tout à l'heure du train à 2 € pour la baie d'Arieux, c'est pareil, moi je le trouvais sur LinkedIn. Et un jour, j'ai appelé le collègue du transport à la région, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu ne nous le donnes pas? L'impression qu'il fallait qu'il se réserve. Bon, maintenant les choses vont mieux, mais l'enjeu c'est ça. Sur l'enjeu de la data, la SNCF dispose d'une mine d'informations, mais énorme, puis même les collègues de la région. Donc nous, ce qu'on aimerait, je dis, c'est pouvoir croiser. Je cherche une information de loisirs dans un premier temps, parce que je pense que c'est comme ça. J'ai envie de faire du kayak, j'ai envie de faire de la raquette, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de faire du paddle, j'ai envie d'aller me baigner. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, où est-ce que je peux aller? J'habite à Toulouse, donc voilà, on donne à moins d'1 heure ce qui existe quand on habite à Toulouse, et ensuite on donne l'information de transport pour y aller. Moi, je crois qu'il faut le faire dans ce sens-là. Les collègues du transport, eux, ils pensent qu'il suffit de donner le bon horaire pour aller à tel endroit, mais ça ne marche pas comme ça. Si on ne sait pas au départ ce qu'on a envie de faire comme type d'activité, alors un billet de train à 1 €, c'est différent, parce que là, pour le coup,
c'est vraiment de l'opportunisme. Voilà. Et on a vu d'ailleurs le succès de certains trains, en tout cas ceux qui parlaient des métropoles, et puis qui allaient en particulier à Collioure, avec, il faut le dire aussi, des vraies difficultés, avec des gens qui arrivaient, qui prenaient finalement le train comme ils auraient pris le bus à Toulouse, et puis une fois qu'ils arrivaient, bon, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça marche. Et on voit bien que l'offre de transport, voilà, quand elle existe, elle crée la demande. Merci pour ces questions et ces réponses. Alors du coup, j'en prends pas de dernière parce qu'on est grave à la bourre et je me suis fait engueuler. Je pense qu'on a à peu près abordé les sujets les plus importants, la gouvernance, la donnée, l'information, le fait de créer cette culture entre les deux. Moi, je vous le dis, hein, je viens du monde du transport et ce que je vois me fait peur. C'est-à-dire qu'on partage tout ce constat. Il y a aucun lien entre les deux. Je pense qu'il y a un moment, là, on est à un moment charnière où on peut le faire. Des fois, il faut commencer par des choses basiques. Tu l'as bien montré, hein, c'est-à-dire que mettre en relation de l'information voyageur touristique avec de l'information sur le TER, petit à petit ça va monter, les partenariats vont monter. Il faut peut-être des fois partir des petites échelles et aller plus gros, donc être humble sur l'approche qu'on a et pas essayer de faire des trucs énormes. Il y a les opérateurs privés, on n'en a pas parlé, hein, mais des Flixbus, des Blablacar, ils sont aussi vachement... c'est ce que tu as dit Jean, hein, eux ils veulent remplir leur bus. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc il y a une manière avec des touristes aussi de les remplir. Et là, je vais en parler à 16h. N'oubliez pas, il y a le touriste, c'est quelqu'un qui fait un trajet avec des tickets unitaires souvent. Ce n'est pas des abonnés. Ça rapporte un fric monstrueux aux collectivités. Il faut juste qu'elles comprennent ça, il faut aller leur expliquer. Donc ça, c'est votre rôle. Et puis derrière, les gens du transport, ils vont se faire une culture aussi au bout d'un moment. On pourra en parler des heures. J'espère que les prochaines sessions, les prochaines années, il y aura encore plus de sujets sur le tourisme. Merci d'avoir été présent. Et puis, je vous encourage à suivre ce qu'écrit Jean régulièrement. Et bon après-midi.